Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir maintenant l'émission spontanée. Alors, l'émission spontanée est beaucoup plus compliquée que l'absorption et l'émission induite. Alors on peut se demander pourquoi. Parce que on a l'habitude d'associer l'émission induite à des phénomènes tels que le laser, qui sont un peu compliqués, alors que l'émission spontanée est somme toute assez naturelle, un atome excité qui retombe dans son état de base en émettant un photon. En réalité, l'émission induite, est tout à fait symétrique de l'absorption. Un photon arrive et est absorbé ou est émis en présence d'un champ électromagnétique. Nous avons vu d'ailleurs que les probabilités de transition étaient identiques. Et tandis que l'émission, et alors il s'agit là en fait d'une interaction entre les photons et une particule chargée. Tandis qu'ici on n'a pas de photon au départ, on a juste un électron dans un état excité, et il faut comprendre comment et pourquoi il retombe dans l'état de base, selon quel mécanisme. Alors c'est beaucoup plus compliqué, et donc, comme d'habitude, je n'entrerai pas dans les détails des calculs, je vais expliquer les grands principes et donner les résultats. Alors, comment on fait? Alors, on part d'abord d'un oscillateur chargé classique. Donc, on a une particule chargée, classique, donc pas quantique, qui oscille, et ce faisant, elle émet un rayonnement. On utilise les équations de Maxwell, et le mouvement de la charge est décrit par un courant J0, un courant comme un courant électrique, et à partir de là, on fait des calculs qui sont d'ailleurs fort complexes pour déterminer le rayonnement. On fait l'approximation dipolaire, donc on considère que c'est un dipôle oscillant, et on calcule, après des lourds calculs, on obtient que la puissance rayonnée dans une sphère de rayon R autour du dipôle oscillant, on trouve que la puissance rayonnée est donnée par 4K carré, K le nombre d'ondes du rayonnement, divisé par 3C fois J0 carré. Le courant est un nombre complexe, donc on prend la partie réelle qu'on élève au carré. On constate aussi qu'il y a émission d'un moment angulaire, c'est-à-dire que le rayonnement emporte une partie du moment angulaire, et le calcul montre qu'on obtient, le long d'un certain axe, on a une transmission d'un moment angulaire rayonné qui est donné par 4K sur 3C carré fois J0 carré. Alors, on constate qu'il y a une forte relation entre les deux formules se ressemblent, et ce qu'on constate, c'est que l'émission de moment angulaire correspond à l'énergie émise divisée par oméga, et c'est un maximum. Et dans le cas classique, l'énergie c'est H nu ou bien H bar oméga, et donc le rapport donne H bar. Donc, pour un quantum d'énergie émis, on a émission d'un quantum de moment angulaire qui n'est autre que le moment angulaire d'une particule de spin 1, ce qui est tout à fait normal pour des photons. Les équations de Maxwell décrivant la limite classique de particules sans masse de spin 1. Alors, ça, c'est pour le cas classique, même si nous faisons un lien avec l'émission des quantums. Comment procède-t-on dans le cas quantique? Alors, on a un courant, ici, donc il faut voir quel est l'équivalent de ce courant électrique. On a un électron qui est dans un atome, celui-ci a une certaine distribution de charge électrique dans l'atome, et une certaine vitesse. Et le courant, ce n'est rien d'autre que la densité de charge fois la vitesse de la particule. Donc, la vitesse peut simplement être prise comme l'impulsion divisée par la masse, tout simplement, c'est-à-dire moins I h bar sur m fois
nabla, c'est-à-dire la variation par rapport à la position. C'est l'opérateur impulsion que nous connaissons divisé par la masse. Et la densité de charge, on peut la voir comme la densité de probabilité. Si on a une fonction d'onde qui décrit la position de l'électron, la densité de probabilité à un certain endroit de trouver la charge électrique donne une densité de charge qui est donc E fois psi carré. Sauf qu'ici, on a des états stationnaires ou quasi-stationnaires, UK pour un niveau excité, UN pour un état d'énergie inférieure, éventuellement l'énergie de l'état de base, et ce qui nous intéresse, c'est non pas la densité de probabilité pour un état, mais la transition, le moment où l'électron passe d'un état à l'autre. Et dans ce cas-là, donc quand il passe de K à N. Et ça, c'est comme pour le calcul des opérateurs, les calculs des moyennes d'opérateurs, on doit calculer la moyenne d'un opérateur, comme nous allons appeler opérateur courant, qui est moins IE H bar sur M, fois UN astérisque, nabla, pour la variation avec la position, UK. C'est tout à fait analogue à d'autres cas que nous avions vus. Et le courant J0 que nous recherchons est la moyenne de ceci, donc l'intégrale de cet opérateur, et on obtient, après quelques calculs, on obtient I fois E, la charge, fois oméga Kn, la pulsation associée à l'énergie correspondant à la transition de l'état K à l'état N, fois la moyenne de l'opérateur position R entre les états K et N. Si on compare à la formule classique, on peut alors calculer l'énergie émise, et connaissant l'énergie d'un quantum, ça nous donne la probabilité de transition, donc de chute de l'électron de K vers N, par unité de temps. Et on obtient 4E carré fois oméga carré Kn divisé par 3 Kc carré fois KRN carré. On obtient donc le calcul de cette probabilité de transition, qui peut être fait dans divers cas pour être comparé à l'expérience, avec d'assez bons résultats. Alors ça, c'est intuitif. Tout ce raisonnement est vraiment très intuitif, parce que nous avons associé le courant classique à un équivalent quantique qui est la probabilité de présence de charge fois un opérateur vitesse. Et ce n'est pas très rigoureux dans la mesure où nous n'avons pas de garantie que cette façon de faire soit la bonne. Il se fait que ça marche. Si on calcule cette probabilité de transition et qu'on compare à différents atomes dans des états excités, on obtient de bons résultats. Une autre manière de le vérifier, c'est par la formule de rayonnement du corps noir, la formule de Planck. C'est d'ailleurs comme ça qu'Einstein a procédé à l'époque où il a découvert l'émission induite et le rapport avec l'absorption et l'émission spontanée. Il n'a pas fait tous ces calculs, il est parti directement du résultat que nous allons voir, de façon à déterminer l'émission induite et l'émission spontanée, pour obtenir directement à partir de là les probabilités d'émission, donnant le principe de l'émission stimulée qui a donné plus tard le laser. Alors, comment ça marche? Pour la formule de Planck, on considère une cavité avec des atomes constituant les parois, qui sont des atomes avec, on va dire, pour simplifier, deux états, K et N, notre cas précédent, et il est à une température T à l'équilibre. Ces atomes vont émettre du rayonnement et absorber du rayonnement. Donc, à l'équilibre, on a une émission de rayonnement, et l'émission, c'est l'émission
induite, qui est proportionnelle à l'intensité du rayonnement, fois la probabilité d'émission induite, plus l'émission spontanée. En même temps, il absorbe du rayonnement qui est donné par I oméga fois l'émission, probabilité d'absorption. On sait que ces deux-là sont identiques, mais il faut tenir compte du fait qu'il y a plusieurs atomes. Donc ça, c'est fois le nombre d'atomes qui sont dans l'état d'énergie supérieure, K, et l'absorption va être celle des atomes dans l'état d'énergie inférieure, donc le nombre d'atomes dans l'état M. Et à l'équilibre, ces deux grandeurs doivent être identiques. Alors, la physique statistique nous dit qu'à une température T donnée, pour des atomes pouvant être dans les états K ou M, à l'équilibre, le nombre d'atomes à l'état K sur le nombre à l'état M est donné par l'exponentielle de moins l'énergie K moins l'énergie M divisé par KT. Alors, ne pas confondre, ici le K c'est la constante de Boltzmann, pas l'état K évidemment, ni le nombre d'ondes. Malheureusement le K intervient souvent. Donc plus haut c'était le nombre d'ondes pour le rayonnement émis. Ici c'est l'état K, ici c'est la constante de Boltzmann. En utilisant les formules, celle-ci pour l'émission spontanée, et celle que nous avions vue dans la vidéo précédente pour les émissions induites et à l'absorption, qui sont les mêmes, quelques calculs permettent alors de calculer une densité d'énergie rayonnée dans la cavité, qui est donnée par H bar oméga carré, fois delta oméga, la tranche de fréquence, divisé par pi carré c carré, fois E exposant H bar oméga divisé par kt moins 1. Et ça, ce n'est rien d'autre que la formule de Planck. Donc nous retrouvons, par cette méthode, nous retrouvons la formule de Planck, ce qui donne une bonne confirmation de ce résultat. Et comme je vous l'ai dit, Einstein, il a procédé à l'envers. Il est parti de cette formule-là, il a raisonné au niveau quantique pour dire que l'absorption induite et l'émission induite doivent avoir des probabilités identiques, et à partir de là, il est remonté, non pas à cette formule, mais au rapport entre le rapport entre absorption, émission spontanée et émission induite. Alors, un dernier point qui est intéressant, c'est la largeur de ligne. Donc, on a un atome qui est dans un état excité, il a été mis dans cet état excité après avoir absorbé un photon ou avoir été heurté, et puis il émet un photon. Ce photon a une certaine fréquence qui correspond à la différence d'énergie des deux niveaux. Mais en fait, nous l'avions déjà vu dans le cas des émissions et l'émission induite et absorption, ce n'est pas nécessairement tout à fait exactement cette fréquence-là. Dans un spectre d'atomes, les rayées ne sont pas infiniment fines, elles ont une certaine épaisseur. Alors à quoi est-ce dû? Nous reparlerons un peu plus loin d'un effet majeur qui est en général dominant. Ici, nous allons parler de l'effet dû au principe d'incertitude, au principe d'indétermination. Le principe d'indétermination dit que si il y a un processus ayant une énergie E donnée pendant une durée T, alors cette durée T, delta T ici,
fois la précision sur l'énergie est toujours supérieure ou égale à h bar sur 2m. Et pour le photon, c'est h bar. Donc, si l'atome est dans un état excité pendant un certain temps, on a une imprécision sur l'énergie. L'état excité n'a pas une énergie strictement précise. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas un état stationnaire. Un état stationnaire est censé durer indéfiniment, ou du moins d'une durée plus grande que toute précision expérimentale. Et là, ce n'est clairement pas le cas. Il ne reste dans cet état excité qu'une fraction de seconde. Donc, l'incertitude sur l'énergie n'est pas nécessairement négligeable. Ça, c'est une approche qualitative. On peut avoir une approche plus quantitative. Alors pour ça, on revient à notre méthode, on reprend un oscillateur classique, chargé électriquement. Celui-ci va émettre un rayonnement. Mais au fur et à mesure qu'il émet son rayonnement, son énergie diminue, et donc le rayonnement diminue. On a une émission d'un rayonnement qui est amorti. Il s'écrit typiquement un demi-gamma, le demi est conventionnel, gamma t fois cosinus oméga 0 t plus alpha. Alpha une phase, oméga 0 la fréquence, la pulsation de l'oscillateur, et on a une émission d'un rayonnement périodique, sinusoïdal, fois moins 1,5 gamma t, une constante, une valeur qui diminue au cours du temps, le rayonnement est amorti. Donc on a une sinusoïde qui devient de plus en plus faible. Alors on peut faire le calcul. Or ça, l'ensemble, le produit des deux, n'est pas une onde sinusoïdale, puisqu'elle diminue au cours du temps. Et on peut faire le calcul avec les transformés de Fourier, et on constate que le spectre n'est pas tout à fait une fréquence précise, oméga 0, mais un étalement qui, à demi-hauteur, a une largeur qui est donnée par gamma. Et on l'appelle largeur naturelle. Largeur naturelle du spectre ou de la raie spectroscopique qui est mesurée. Si on passe ce résultat au cas quantique, on trouve que gamma sur oméga km, donc le rapport entre la largeur en fréquence, en impulsion, et l'impulsion et la pulsation de la raie, la fréquence de la raie, est donnée par 4 tiers fois E carré sur H bar C fois K carré KRM carré. 4 tiers, c'est environ 1. Ceci est une constante qu'on rencontre souvent dans la physique atomique, appelée constante de structure fine. Elle vaut environ 1 divisé par 137, donc assez petite. Et ceci est toujours, pas toujours, mais souvent très petit par rapport à 1. En fait, nous avons fait l'approximation dipolaire, dans la vidéo précédente et ici, et l'approximation dipolaire revient à dire que ceci est très petit par rapport à 1. La largeur de la raie est donc, par rapport à la fréquence de la raie, est donc très petit. Typiquement, quand on fait des calculs pour des cas concrets, on obtient une valeur de l'ordre de 10-6, c'est-à-dire 1 millionième. C'est donc très fin. En général, c'est inobservable. Pourquoi? Parce que quand on observe des atomes, par exemple, on a un gaz que l'on chauffe, on observe le spectre. Une expérience typique, c'est d'avoir une flamme avec un bec bunzen,
et on place un petit morceau de sodium dedans. C'est l'expérience classique que l'on fait en laboratoire de physique à l'école ou à l'université pour observer le spectre des atomes. Donc on obtient du sodium qui est très chaud, qui est dans un état excité et qui émet par émission spontanée. Il émet des rayonnements de fréquence qu'on peut observer simplement avec un prisme, et on observe une série de raies, notamment une raie orange très intense, très caractéristique du sodium. Certains éclairages, notamment des éclairages publics ou sur autoroute, sont des lampes de couleur orange. Ce sont des lampes au sodium, et c'est cette raie orange intense qui est observée. Or, dans un tel gaz chaud, les atomes sont en mouvement assez rapide. Qui dit mouvement dit effet Doppler. Si l'atome s'approche de vous, tout rayonnement qu'il émet est vu avec une fréquence plus grande. En quelque sorte, comme il va vers vous, les bosses arrivent sur vous plus vite. Et un atome qui s'éloigne, là, au fur et à mesure qu'il s'éloigne, les bosses arrivent moins vite sur vous, parce qu'elles sont émises chaque fois un peu plus loin. Donc, un atome qui s'éloigne a une fréquence plus faible. C'est l'effet Doppler. Et dans les circonstances ordinaires, comme sur l'expérience avec le Beck-Bunsen et le sodium, cet effet Doppler est beaucoup plus important que la largeur naturelle. On a le fait que, suivant la direction des atomes, on ait une fréquence qui est plus ou moins grande, élargit les raies spectroscopiques, automatiquement, puisque au lieu d'avoir une fréquence précise, on va avoir des fréquences plus ou moins grandes à cause de cet effet Doppler. Et cette largeur due à l'effet Doppler est en général tout à fait nette sur les spectres, est beaucoup plus grande que la largeur naturelle. La largeur naturelle ne peut être observée que dans deux cas. Soit on travaille à très basse température, et dans ce cas-là, l'effet Doppler peut devenir négligeable, et on peut observer la largeur naturelle. Soit on est dans un cas d'un rayonnement qui n'est pas dipolaire, et où la transition, l'excitation est beaucoup plus rapide. Delta T beaucoup plus petit. Dans ce cas-là, l'incertitude sur l'énergie est beaucoup plus grande, pour des états excités particulièrement instables. Mais d'une manière générale, c'est relativement difficile à observer. Voilà, pour l'émission spontanée. Comme vous voyez, ce n'est pas simple. Hein. Mais maintenant que nous connaissons les bases, que nous connaissons les principes, nous allons pouvoir voir quelques applications directes de ces résultats en mécanique quantique. Alors, ici, il s'agit d'applications immédiates à ce qu'on appelle les règles de sélection ou l'effet photoélectrique. Nous verrons des applications plus intéressantes plus tard. Je vous remercie.